Ce podcast a été produit par Binge Audio. Mes très chers amis, quand j'utilisais encore Tinder il y a quelques temps, je me souviens d'avoir matché avec un militant écolo. Vous savez ce que c'est les discussions sur Tinder, c'est quand même loin d'être passionnant. Mais bon, il pleuvait ce jour-là, alors je me souviens de lui avoir fait une blagounette sur ce grand soleil radieux et lui demander ce qu'il allait faire de cette journée. Et là, le mec m'a répondu « La pluie, c'est bon pour les agriculteurs. Pense à la terre avant de penser à toi. » Il avait raison sur le fond, hein. Mais en mode prince de la morale, le mec, il avait tout raflé. J'ai longtemps perçu un peu comme ça tous les militants écolos, je ne vais pas vous mentir. Comme des gens parfaits qui passaient leur vie à traquer l'erreur chez l'autre. Je percevais l'écologie un peu comme une compétition morale. Qui ne s'est pas lavé les dents sous la douche ce matin? Qui s'est trompé de poubelle? Qui a osé manger un McDo? Parce qu'on ne peut pas ne pas le savoir, la catastrophe arrive, et elle arrive à cause de nous. Partout dans le monde se multiplient les inondations, les ouragans, les incendies et les épisodes de sécheresse. Et tout ça à cause de toi, parce que tu n'as pas acheté une brosse à dents en bambou. Enfin, la réalité, elle est peut-être un peu plus compliquée. Les industriels et les politiques connaissaient dès les années 70 l'impact de l'exploitation des énergies fossiles sur le climat. Dès 1965, un rapport du comité scientifique de la Maison-Blanche alertait sur les conséquences de la hausse du CO2 dans l'atmosphère. Total avait même effectué des travaux de recherche en interne sur l'impact de son industrie dès les années 70 et avait payé pour semer le doute sur l'état des connaissances scientifiques en rédigeant des contre-études. Faire peser l'urgence climatique sur nos petits gestes à nous, sur notre petite brosse à dents en bambou, en réalité, c'est l'arnaque du siècle. Alors, moi, je me dis même parfois, foutu pour foutu, autant regarder ailleurs. Autant kiffer ma vie à moi, essayer de faire le minimum, faire ma petite part et espérer que ça passe. Ce sentiment d'impuissance et de désespoir, il paraît qu'il porte un nom. Il s'appelle l'éco-anxiété. Ça aussi, mes amis, je crois que c'est encore l'arnaque du siècle, ce concept, l'éco-anxiété. Ce concept, en soi, il me révolte. Comme si c'était notre réaction, le problème. Comme si le souci, c'est juste qu'on était anxieux. Que notre désespoir face à une énième photo d'ours blanc décharné n'était avec une belle séance de méditation collective. Le philosophe Deleuze écrivait « Le tyran, le prêtre et les preneurs d'âme ont besoin de nous persuader que la vie est dure et lourde. Les pouvoirs ont moins besoin de nous opprimer que nous angoisser, d'organiser nos petites terreurs intimes. » L'anxiété est individuelle et tétanise. Elle est un symptôme psy qui se soigne, se gère ou se traite. La lucidité et la colère, elles poussent à l'action. Alors, mes amis, foutu pour foutu ou pas foutu du tout? Éco-anxieux ou éco-vénère? Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Bienvenue mes chers amis dans ce nouvel épisode d'On peut plus rien dire qui a été enregistré au sein du beau festival de We Love Green. À mes côtés, pour répondre à la question du jour, j'ai eu la joie de recevoir Anaïs Tilquin. Anaïs Tilquin est chercheuse en biologie et spécialiste de la désobéissance civile. Gala Cabage qui est cofondatrice de Quantité Critique, un collectif qui a étudié la génération climat et les sources de l'engagement écolo. Et enfin, Léna Lazare est jeune activiste au sein de Youth for Climate et elle est selon Le Monde le nouveau visage de l'écologie radicale. Alors, première question que j'ai envie de vous poser à vous trois, c'est est-ce qu'il vous est arrivé à vous aussi de penser foutu pour foutu, je me consacre à ma petite vie privée à moi et je laisse filer la catastrophe? Léna, vas-y. Mais c'est vrai que je suis un peu gênée par le fait qu'on dise qu'en effet c'est mort, que le ravage écologique va continuer et qu'on va rien pouvoir faire. Et c'est vrai que les discours alarmistes, des fois, même si en effet il y a ce qu'on appelle des seuils de basculement et que
y a des choses vraiment angoissantes scientifiquement qui montrent qu'il faut qu'on se dépêche quand même d'agir et de manière radicale, donc pas uniquement en proposant des toilettes sèches et des consignes dans un festival en se disant écolo. Bon, petite pique, mais on en reparlera ensuite, mais je trouve que c'est assez symptomatique de, en effet, ce qu'on appelle l'écologie, alors que l'écologie c'est profondément politique et comme tu l'as dit, c'est un combat collectif et c'est une lutte à mener. Et en fait, tout ce qu'on pourra sauver, on l'aura sauvé. Donc il faut agir dès maintenant et en effet arrêter de se dire que tout ça est trop grand et qu'on n'a aucune prise en fait sur ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que donc voilà, je me suis déjà dit en effet que la situation était catastrophique et moi aussi des fois j'ai été tétanisée, mais j'ai vraiment retrouvé espoir en m'investissant du coup dans des associations et dans des collectifs écologistes. Anaïs Tilquin, toi qui es une chercheuse, est-ce que c'est vrai qu'on peut plus agir? Est-ce qu'il est encore possible de changer les choses? Est-ce que c'est déjà trop tard? Est-ce que c'est vrai? La question c'est combien de trucs on est prêt à perdre? Et puis est-ce qu'on est content d'avoir déjà perdu tout ce qu'on a perdu, toutes les vies qui ont déjà été perdues dans le monde, toutes les espèces qui reviendront jamais? Et puis ce que j'ai remarqué souvent des gens qui disent que c'est trop tard maintenant, c'est foutu et tout ça, c'est souvent une posture vachement de privilège. Enfin, c'est surtout des gars qui disent ça, souvent des ingénieurs aussi, avec un côté un petit peu après moi le déluge. Pas vraiment assumé, enfin c'est pas des mauvaises personnes non plus, mais en fait ça vient aussi du fait qu'ils s'imaginent pas du tout dans leur tête ce que ça veut dire, que ça va être la merde. Donc c'est un peu genre je vais mener ma vie tranquillou et puis il y a une année, je sais pas, en 2070 d'un coup paf, on sera tous morts et puis ça va sans douleur. Alors qu'en fait ça va être un délitement petit à petit, des souffrances petit à petit qui s'accumulent et personne n'a envie de ça. Donc c'est clairement quelque chose à laquelle il faut faire face. Ce que je trouvais très intéressant, c'est que tu as aussi fait partie de l'organisation Extinction Rébellion. Extinction Rébellion qui a théorisé, qui a mené une étude sur tous les mouvements sociaux de 1900 à 2000 dans l'histoire et qui a démontré qu'il suffisait que 3,5% de la population adhère à une cause pour qu'un gouvernement bascule. Et en France, du coup, ça fait que 2 millions de personnes. Et on se dit, 2 millions de personnes, c'est pas tant que ça, c'est accessible. Alors, je vais juste réexpliquer, c'est pas une étude du tout qui a été faite par Extinction Rebellion, c'est une chercheuse américaine qui s'appelle Erika Chenoweth. C'est une étude qui est aussi très critiquée pour plein de raisons, mais en gros, ce que cette étude a apporté et la raison pour laquelle elle a été choisie, elle a été mise en avant par les personnes qui ont cofondé Extinction Rebellion, c'est qu'en fait, il y a 2 trucs importants. La première, c'est que c'est possible, en fait, les mouvements sociaux, c'est une science, quoi. On peut apprendre, on peut faire mieux ou moins bien. Donc c'est possible de regarder le passé et de voir ce qui fonctionne pas, d'apprendre. Donc ça c'est critique, parce que beaucoup de gens s'y lancent comme si c'était toujours spontané et que les gens n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Donc le premier truc c'est ça, regarder l'histoire, essayer de s'inspirer d'avant. Et la deuxième c'est simplement ça en fait. Quand on pense à une révolution, souvent, je sais pas, dans le public, si vous vous imaginez, il y a une révolution au Soudan, vous imaginez combien il y a de gens dans la rue, puis peut-être vous vous dites, il doit y avoir 90% des gens. Mais en vrai, c'est pas du tout ça. Une révolution, c'est toujours une minorité active qui entraîne un petit peu, quelques pourcents de la population. Et ça, c'est le message de ces mouvements-là, en fait. C'est que c'est une minorité active qui va ensuite foutre assez de bazar pour que ça marche. Gala Cabage, toi tu as étudié donc, la génération climat comme on l'appelle. Souvent un argument qui nous est renvoyé quand on s'intéresse aux questions écolo, c'est de nous dire toi t'es une petite bobo et tout, telle personne qui doit prendre sa voiture tous les jours pour aller, par exemple l'aide-soignante qui vit à la campagne, elle est bien obligée de prendre sa voiture tous les jours pour aller travailler, elle en a rien à foutre des questions d'écologie. Est-ce que c'est vrai qu'il y a 2 blocs comme ça un peu qui s'affrontent? Nous, on a justement commencé à étudier les mobilisations climat avec l'idée de pouvoir qualifier qui se mobilisait. C'est-à-dire que les mobilisations climat, au départ, étaient qualifiées par les commentateurs, que ce soit les médias, les commentateurs politiques, comme un mouvement citoyen. Donc un peu ce que tu disais, un mouvement spontané qui rassemblerait des personnes par l'urgence de la thématique. Ensuite, ça a été qualifié d'un mouvement générationnel avec l'arrivée des grèves, etc. Nous, c'est quelque chose qui nous insatisfaisait, puisque c'est des terminologies qui ne permettent pas de saisir les caractéristiques sociales et les caractéristiques politiques de l'engagement. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à aller en manifestation, à faire passer des questionnaires. Vous nous avez peut-être déjà vu
toutes les deux. Et donc poser des questions très simples. Hein. Vraiment, on est revenu, on n'a pas réinventé la sociologie, des questions très simples. Qui êtes-vous d'un point de vue du travail? Pour qui votez-vous? Pour les jeunes, quelle est la profession de vos parents? Voilà, donc une manière de cartographier les dispositions sociales. Et on s'est aperçu que c'était certes, dans certains cas, des mobilisations générationnelles, dans le sens où c'était effectivement des jeunes qui se mobilisaient, mais une partie de la génération très spécifique, une sectorisation sociale très forte. C'est-à-dire qu'on avait une surreprésentation de cadres et d'enfants de cadres. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, dans la mobilisation parisienne, on a environ 50% soit de cadres pour les travailleurs, soit d'enfants de cadres. Donc c'est un chiffre qui est très élevé, y compris pour Paris. À Paris, on a 30% de cadres. Donc déjà dans une ville où il y a une surreprésentation de cadres, voilà. Donc on a vu cette sectorisation dans le salariat qualifié, mais attention, pas n'importe quel cadre. Tous les cadres ne sont pas présents, c'est-à-dire qu'on a une sous-représentation des cadres des secteurs de la banque, de l'assurance, des secteurs du privé, et on a une surreprésentation des cadres de l'enseignement, de la recherche, de la culture, des secteurs publics. Donc c'est vrai que c'est encore un truc de bobo. Alors, on peut pas, l'absence... Je sais que tu peux pas le dire comme ça, toi, en tant qu'aspirante sociologue. En fait, l'absence de classe populaire ne permet pas de présumer du désintérêt des classes populaires pour la question. C'est peut-être plus le type de mobilisation dans lequel ils vont pas se retrouver. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a ensuite mis en place. C'est peut-être le concept même de manifestation qui est plus un truc de bobo que l'enjeu, que le sujet de la manifestation. C'est juste pour. En tout cas, c'est des cultures politiques, des cultures familiales qui font que on va aller en manifestation. Alors effectivement, il y avait des personnes qui n'étaient jamais venues en manifestation, mais si on cherche un peu, on s'aperçoit que ils ont un parent de gauche, ils ont voilà une histoire politique qui fait que aller manifester, c'est pas forcément très étranger à leur pratique. C'est aussi des étudiants pour la majeure partie des jeunes, donc qui ont été confrontés à des mouvements sociaux étudiants. Voilà, il y a une certaine proximité dans la modalité d'action. Léna Lazare, toi qui es donc le nouveau visage de l'écologie radicale, non pardon, ça te met mal à l'aise, mais comment est-ce que tu es devenue activiste, et est-ce que parfois tu t'es posé la question des actions de désobéissance civile ou des actions carrément violentes? Est-ce que c'est un débat qui a existé à l'intérieur des mouvements dans lesquels tu milites? Du coup, sur pourquoi est-ce que j'ai commencé à militer, c'est vrai qu'on demande souvent des déclics. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas eu de grands déclics et que c'est plus une série d'événements qui ont fait que je me suis retrouvée dans le milieu militant et qu'avec des amis, en effet, on a fondé le groupe local de Youth for Climate Paris. Donc le premier, ça a été la catastrophe de Fukushima. J'apprenais le japonais au collège et c'est vrai que on nous parlait de Tchernobyl. Mais moi, je pensais pas que ça allait arriver à nouveau, et j'ai commencé à beaucoup me renseigner et à comprendre que le profit souvent valait plus que la vie des gens et le vivant en fait. Et donc ça c'était le début de ma conscience politique, et ensuite je me suis engagée dans une association à la fac. Je me suis retrouvée j'ai des amis qui sont allés à Notre-Dame-des-Landes, et je suis allée là-bas après les expulsions, donc dans la zone à défendre contre un projet d'aéroport, et j'ai fait des rencontres qui ont fait que c'est devenu ma vie. Concernant les modes d'action, en effet, je pense que malheureusement pour les marches climat, comme tu le disais si justement en intro, en fait, depuis les années 70 et les premières grandes mobilisations écologistes, les gouvernements et les pouvoirs économiques font tout en fait pour qu'on se mobilise pas, qu'il n'y ait pas de mobilisation de masse. Et il y a plusieurs manières de nous décourager. Et l'une d'entre elles, c'est aussi de s'approprier notre combat et d'en faire quelque chose de libéral, où il faut justement qu'on fasse des efforts chez nous. Et ça, cette vision de l'écologie culpabilisatrice, je pense qu'en effet, elle n'est pas inclusive et qu'elle ne parle pas aux classes populaires. Et après, il y a tout l'aspect aussi climat qui, je trouve, malheureusement, cache un peu tous les enjeux sociaux et systémiques qu'il y a. Et je pense que quand on combine ces deux raisons, ça fait qu'il y a peu de classes populaires aux marches pour le climat. Et du coup, rapidement, tu me diras pour le timing, pour les modes d'action, moi, j'aime pas défendre un mode d'action en particulier. Je pense que c'est très bien qu'il y ait des mobilisations de masse.
Je pense que c'est très bien qu'il y ait des actions de désobéissance civile et des actions de sabotage, aussi des zones à défendre, etc. On voit bien que lorsqu'on gagne des luttes, c'est souvent qu'il y a une complémentarité des tactiques. Et voilà, mais désolée. Ça veut dire mener de parallèle des actions de désobéissance civile, en même temps des manifestations, en même temps des choses plus... Enfin, tu dis que la complémentarité des tactiques, c'est intéressant. C'est ça. Pour donner un exemple tout bête, ces derniers temps, je me suis engagée dans la lutte contre les méga-bassines. C'est des énormes cratères qu'on remplit de béton et ensuite de plastique, et on pompe l'eau des nappes phréatiques. Et c'est à destination de l'agro-industrie, notamment du maïs intensif, pour faire simple. Et du coup, pas loin de chez moi, à La Rochelle, dans le Marais Poitevin, on se bat contre ces infrastructures-là. Et on organise des grandes manifestations qui ont réuni plusieurs milliers de personnes, alors que c'est un milieu assez rural. Mais dans ces manifs, il y a aussi des petits groupes qui font des actions de sabotage ou contre les chantiers de méga-bassines. Et en fait, chacun peut trouver sa place. Tout le monde n'est pas obligé de prendre des risques juridiques importants. Et en fonction de la lutte, de l'avancée où on peut très bien gagner sur le plan juridique, on peut très bien gagner en faisant des actions de mobilisation, de la désobéissance civile. Et donc c'est ça la complémentarité des tactiques. Et sur le débat violence-non-violence, pareil, pour faire bref, moi je suis un peu gênée par ces termes, parce que, déjà, comment on définit la violence ? Moi en tout cas, je considère que dès qu'on ne porte pas atteinte à un être vivant, ce n'est pas violent. Et clairement, on va avoir besoin d'actions de sabotage. Là, les chantiers des méga-bassines, si on ne va pas les arrêter en détruisant les machines ou en allant sectionner les canalisations, parfois, en fait, ça va être des 8 hectares de terres agricoles qui vont être ravagés par-ci, par-là, et un modèle qui se met en place, en sachant que c'est un territoire test et que si on gagne dans le Marais Poitevin, on risque de gagner dans toute la France. Voilà, c'est qu'un exemple, mais je pense que ça illustre bien ce qui se passe dans le mouvement écolo actuellement. Anaïs Tilka, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une mobilisation qui a été victorieuse, justement, de fois où on a réussi à faire repousser reculer un gouvernement, et comment, tu disais tout à l'heure que c'était une science, que c'était pensé, que c'était pas au petit bonheur la chance, qu'est-ce qu'on pouvait en retenir ? Je me réjouis de rebondir sur ce qu'a dit Léna, parce que je pense que c'était hyper intéressant, cette description de la diversité des tactiques. Là, l'opinion moi que j'ai, c'est qu'il faut pas voir ça comme un truc genre c'est à la carte et c'est suivant tes préférences que tu vas où tu veux. Enfin, c'est pas mal de pouvoir faire ça, mais pour moi c'est une construction stratégique en fait. On n'est pas là pour enfiler des perles et juste aller faire des trucs qui nous plaisent plus que d'autres. On est là pour que ça marche. Et donc typiquement, ça peut être soit différents mouvements qui ont différentes tactiques mais qui font un peu dans leur coin, soit ça peut être, si vous avez une lutte quelle qu'elle soit en fait dans votre vie, vous devez penser au séquençage tactique au sein de votre campagne. Donc typiquement, ça va être faire des actions assez de haut profil avec des personnes prêtes à prendre des risques. Ça permet de galvaniser des gens, ensuite de les inviter à une réunion publique. Et ensuite, ces gens-là, certains vont être OK pour eux aussi, elles aussi, faire des trucs un peu hardcore. Mais le reste, il faut trouver quelque chose à faire qui soit un peu plus mou, mais qui donne aussi un sentiment de collectivité et qui, après, avec la masse, peut fonctionner. Par exemple, un boycott. Mais si vous n'avez pas un peu ce spectre-là, en fait, il va soit vous manquer la locomotive, qui est des trucs, des gens qui sont prêts à montrer un exemple fort de sacrifice et comme la jeune fille hier qui s'est installée à Roland-Garros, qui a fait un... Voilà, c'est ça. Donc hier, il y a une campagne qui s'appelle Dernière Rénovation, une campagne de résistance civile française, qui s'est échauffée en avril en bloquant le périph' à 4 reprises et qui vont recommencer les blocages le 11 juin, tenez-vous prêts. Mais donc cette jeune fille, elle a débarqué sur le stade de Roland-Garros hier, elle s'est accrochée au filet. Ça, c'est une action médiatique qui est assez performative aussi, elle ne change rien vraiment matériellement, mais ce qu'elle sert, c'est faire un appel d'air. Ensuite, des gens vont voir leur campagne, aller à leur réunion publique, et puis il y en a qui vont se retrouver à aller bloquer des autoroutes, ce qui peut créer une vraie crise politique. Et c'est pas exclu que dans leur tactique, ils ajoutent des choses plus inclusives, de masse. Et une marche, en fait, j'ai souvent entendu des militants être dégoûtés des marches et se dire ça marche pas. Mais c'est parce qu'en fait, personne nous avait vraiment dit pourquoi on nous demandait de marcher. Pour moi, une marche, ça sert à plusieurs trucs. Il y en a une, c'est se compter. C'est super important en fait de savoir combien on est à être intéressé sur un sujet. Donc typiquement, quand on peut dire il y avait des centaines de milliers de personnes à la marche pour le climat, c'est super important. La deuxième, c'est se sentir pas seul. Mais la troisième, ce serait se rencontrer pour organiser d'autres choses derrière. Et si c'est juste des marches pour des marches, en fait, on va juste vous compter à chaque marche. Puis s'il y a de moins en moins de gens à chaque marche, alors la question c'est est-ce que le mouvement climat est en train de mourir, etc. Donc, il faut utiliser des tactiques, c'est des outils dans une séquence qui a un sens pour gagner. Pas pour faire genre qu'on joue à l'activisme, quoi.
Gala Cabage, toi tu as étudié aussi ce qui crée le déclic de l'engagement. Souvent, ce que tu expliques, c'est que c'est pas seulement un amour pour la nature ou pour les animaux ou pour les oiseaux, c'est de se rendre compte que les questions climatiques sont liées aux questions féministes, aux questions antiracistes, enfin que ces dominations sont liées. Oui, déjà, pour revenir à ce que disait Léna, souvent on a une sorte de fétichisation du moment de prise de conscience, alors que nous, ce qu'on observe, c'est plus des sortes de répétition de prise de conscience conjuguée à une culture familiale, un environnement social qui favorise le fait de s'engager. Ce que tu décris, c'est quelque chose qu'on a étudié sur une enquête sur toute la génération. Donc on était, on avait vraiment étudié les militants et on avait envie d'étudier ceux qui n'y étaient pas. Donc, sans présumer qu'ils étaient forcément contre l'écologie, mais en tout cas ceux qui ne sont pas présents en manifestation. Et l'idée était de savoir qu'est-ce qui détermine le fait d'être écolo ou de ne pas être écolo. Donc déjà, être écolo, c'est quoi ? C'est une question qu'on s'est posée. Comment est-ce qu'on va réussir à repérer les écolos des non-écolos ? Donc on a posé des questions qu'on appelle les indicateurs faibles, mais qui ne marchent pas. C'est-à-dire quand on dit « Pensez-vous qu'il va y avoir une catastrophe écologique ?» on a 95% des gens qui répondent oui. Donc, ce qui est une bonne nouvelle, il y a quasiment plus de climato-scepticisme, c'est très bien, mais en fait ça ne nous dit rien. Et là du coup on essaye de lester un peu les questions en par exemple mettant en balance croissance économique versus protection écologique, ou les emplois versus mener des actions écologiques, ou encore tester les actions, les choses comme ça. Et on s'est aperçu qu'on avait un groupe d'opposants parmi la jeunesse, donc qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a un groupe d'opposants qui est situé à l'extrême droite, qui est très masculin. Voilà, il existe. Il ne faut pas penser que la jeunesse est entièrement d'accord avec l'écologie. Et puis on a un groupe, on a les échos investis, voilà, mais on a un groupe qui est intéressant, qu'on a appelé le groupe du soutien distant. C'est un groupe qui, du point de vue des indicateurs de valeur, sont d'accord avec tout, mais qui n'agissent pas. Donc ils ne vont pas en manifestation, ils ne votent pas, ils ne trient même pas leurs déchets, ils ne font rien. Mais ils sont d'accord sur tout. Donc c'est très frustrant, parce qu'ils sont nombreux, ils sont 38%. Donc on se dit, mais tout est là pour qu'ils passent à l'action, mais ils ne passent pas à l'action. Du coup on a essayé de voir qu'est-ce qui faisait passer à l'action ces gens-là. Et parmi ce groupe, les plus agissants sont ceux qui sont impliqués dans d'autres combats. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui, sur la question du féminisme, sur la question de l'antiracisme, sur la question de la remise en question du système économique, sont impliqués d'une manière ou d'une autre, que ce soit en conscience ou en action. Et en fait, on s'aperçoit que l'écologie, lorsqu'elle est articulée aux questions sociales, lorsqu'elle est articulée à d'autres champs de lutte, prend une teneur politique qui provoque de l'action et qui provoque en fait une cohérence qui n'est pas juste le fruit de sensibilisation, de dire voilà la banquise fond, bon bah qu'est-ce que ça crée, comment ça emmène à l'action. Ça me surprend pas tellement, enfin c'est très intéressant, je trouve, ça prouve que c'est quand on politise l'enjeu que tout d'un coup on s'en saisit, que si on est juste dans un truc catastrophiste, alarmiste, terrifiant, et ben on est un peu tétanisé, on fait rien. Et là aujourd'hui, du coup on est 4 femmes, et je voudrais te demander, Léna, si pour toi écologie et féminisme par exemple c'est très lié. Bah oui, je pense qu'en effet, comme lorsqu'on s'attaque justement aux racines du problème au niveau du ravage écologique, on s'attaque au système économique et au système démocratique. Au capitalisme. Oui, au capitalisme, carrément. Et donc forcément, toutes les oppressions s'entremêlent, et que si on s'attaque à ces systèmes-là, on le fait forcément avec des objectifs de justice sociale, des objectifs féministes, etc., antiracistes, qui font que tous nos combats sont liés. Et puis franchement, si on a ces objectifs aussi ambitieux pour défendre le vivant, ce serait quand même dommage de ne pas converger aussi avec les autres mouvements sociaux. Anaïs Tilquin, que répondre selon toi à quelqu'un qui dit mais non, mais on va trouver les technologies pour aspirer les émissions de carbone, ou on va avoir une nouvelle révolution industrielle, qui croit en la puissance de la technologie pour éviter, pour nous sauver de la catastrophe? Est-ce que déjà ils ont peut-être raison? Qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, j'en pense que je vais essayer d'écourter la conversation, parce que je sais que c'est des profils qui sont très difficiles à convaincre. Généralement, c'est des profils d'ingénieurs et de gars, et en fait, leur logiciel, c'est vraiment purement
Problème, solution technique, problème, solution technique. Et puis, pour avoir été beaucoup sur le terrain, à essayer de faire de la mobilisation, parler à beaucoup de gens, je me rends compte que c'est vraiment très compliqué. Même, c'est des gens à qui j'essaierais de poser des questions du style « Mais qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à la catastrophe climatique en cours ? Qu'est-ce que tu sens en pensant qu'il y a des gens en Inde là où il fait 50 putains de degrés ?» Et en fait, souvent, même cette question, elle n'est pas répondue. C'est des gens qui vont pas vouloir s'engager avec leurs émotions et qui vont se mettre à parler ah oui, mais les éoliennes, c'est super et je sais pas quoi. Je dis non, tu ressens quoi. Donc en fait, pour moi, et je viens donc de laboratoire d'écologie, de gens qui étudient l'impact du changement climatique. Ils ont des données toute la journée devant les yeux, ils savent très bien ce qui arrive et ils sont en plein déni. En fait, ça ne touche pas à leurs émotions. Ils le savent, mais ils ne le comprennent pas avec leur bide. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, une des responsabilités du mouvement climat, c'est d'arriver à créer ce déclic chez des gens, de rendre ça personnel. Soit parce que ça touche des luttes qu'ils ont déjà, parce qu'ils sont déjà un peu politisés, soit parce que ça, d'un coup, il faut une catharsis, en fait. Il faut être capable de regarder ses émotions. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on est abreuvé de chiffres tous les jours qui nous prouvent, A plus B, qu'on va vers les 2,7 degrés, etc. Et pourtant, on a l'impression que c'est encore de la fiction pour beaucoup de personnes. Et en fait, ce que tu expliques, c'est que pour convaincre, il faut faire appel aux émotions plus qu'aux faits. Ouais. Moi, c'est un truc qui me paraît surpuissant dans la résistance civile. Et en fait, c'est un élément sacrificiel de la résistance civile qui parle ou ne parle pas à certaines personnes. Je sais que Léna, ça lui parle pas trop. Peut-être elle aura l'occasion de dire pourquoi. Mais disons que, par exemple, personnellement, je me suis collé la main au pont du Mont Blanc à Genève le mois dernier. C'est un 6 voies. On était 6, un par voie. C'est efficace. Il n'y a pas de déchets. Et je sais que les gens autour... Coller avec de la colle. Coller la main à la superglue. Et donc, on a arrêté le trafic sur ce pont pour créer un gros bordel et puis ouvrir un espace. Et c'est intéressant de voir la réaction des gens qui viennent. Il y a même des personnes qui sont venues, qui étaient assez hostiles, qui avaient déjà entendu parler de blocage qu'on avait fait la semaine d'avant, qui sont venues en gros pour être goguenards et puis nous dire des trucs pas cool. Mais en fait, de se rendre compte que j'avais la main collée, genre c'était Madame, mais votre main là, elle est collée. Mais avec quoi ? De la super glue. Puis d'un coup, j'ai senti en fait une espèce de respect où ils se disaient toujours, c'est bizarre ce qu'elle fait, je ferais pas ça. Mais de s'imaginer à la place de quelqu'un qui est capable de faire un truc aussi fou ou de se mettre en danger ou de mobiliser une émotion, parce que c'est le cas de certaines personnes aussi sur ces routes, ça a vraiment fait un tilt. Et puis les 10 minutes d'après, ils ont parlé dans les médias, ces gens, et ils ont dit « Ah ouais, total respect, je soutiens totalement ce qu'ils font, etc. » Et c'est... Des gens, je les ai purement convaincus en démontrant en fait avec mon corps l'amplitude de ma peur, l'amplitude de l'amour que j'ai pour tout ce que j'essaie de sauver en faisant ça. Et c'est une claque qui dit en fait c'est grave, sinon les gens ils feraient pas ça. J'ai pas envie de me coller à une putain de route. Donc ça ouvre un peu un espace qui mobilise les émotions des gens qui sont spectateurs. Et toi, Léna, t'es pas d'accord avec ça ? Si. En fait, on a eu une discussion un peu d'activiste, mais c'est juste que quand les gens se mettent vraiment en danger. Moi, j'ai l'impression, ce qui a beaucoup été fait par Extinction Rebellion en Angleterre, j'ai l'impression que malheureusement, ça n'aide pas à faire du mouvement écolo quelque chose de plus inclusif, où les personnes qu'on a plus du mal à toucher se disent « Bon, ok, en fait, je peux aller dans ces mouvements et je peux aussi y trouver ma place, parce que lorsqu'on a peur de la répression policière, mais ça, peut-être que là, dans cet espace, c'est un peu compliqué d'en parler, mais quand on a peur de la répression policière... notamment en Angleterre, je pense que c'est c'est une épreuve moins difficile de se faire arrêter qu'en France déjà, et d'autant plus lorsqu'on est une personne racisée ou lorsqu'on est dans les quartiers populaires. En fait, on n'a pas envie d'avoir un serre-flex autour du cou ou d'être collé à un bâtiment et de se faire arrêter. Mais après, c'est très bien que des personnes le fassent, mais je pense que voilà, c'est pas un mode d'action à mettre beaucoup plus en avant que d'autres, et qu'il faut vraiment qu'on se remette en question là-dessus aussi, sur l'image qu'on donne en tant qu'activiste. Oui, c'est vrai que ça a peut-être pas le même risque pour tout le monde que de se faire arrêter par la police parce qu'on a bloqué un cours à Roland-Garros ou ailleurs. Je suis contrainte de vous interrompre quelques petits instants, mes chers amis. On se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander si tout est foutu pour la planète, en la délicieuse compagnie de Léna Lazare, Gala Cabage et Anaïs Tilquin.
J'aimerais qu'on aborde quand même un autre sujet, de savoir comment différencier les initiatives écolo du greenwashing. Tu disais en intro, Léna, l'écologie, c'est pas juste des toilettes sèches et du compost, quoi. Est-ce que, par exemple, le festival où nous sommes aujourd'hui, We Love Green, est-ce que c'est vraiment un événement écolo selon toi, ou est-ce que c'est du greenwashing ? T'es libre de parler comme tu veux. Hein. Non, mais carrément, de toute façon, je me censurerai pas, même si on a été invité. En fait, je suis un peu gênée que ici, le festival se présente comme quelque chose de particulièrement écologique, parce que moi, si je pense à un mot pour qualifier We Love Green, je penserais à des mots comme éco-responsable, ou des mots qui, en effet, comme on en parlait tout à l'heure, c'est un vocabulaire qui vient des pouvoirs politiques et économiques. Pour parler d'écologie libérale, en fait. Et pour moi, l'écologie, c'est profondément politique. Il s'agit d'agir pour rester en vie. Et en fait, pour l'instant, il y a trop de personnes, quand on leur parle d'écologie encore, qui pensent à leur mode de vie, à des petits gestes, et font pas tous les liens systémiques qu'il faut qu'on fasse. Et puis voilà, on a parlé d'inclusivité et tout. Et du coup... C'est très bien qu'il y ait des choses qui aient été mises en place ici. C'est comme les éco-gestes, c'est important de les faire. Mais je pense que sans teneur politique à la hauteur des enjeux, se qualifier d'écologique, c'est nuisible, quoi. À quoi ressemblerait pour vous un festival écolo idéal ? Ne se prononce pas. Franchement, j'en sais rien. Donc toi, tu dirais c'est plus un endroit éco-responsable que profondément écolo, parce que l'écologie implique une idée vraiment révolutionnaire de changement de société, c'est bien, si j'ai bien compris. Après, il y a l'espace où on discute ici, et en effet, là, je pense que c'est important les discussions qu'on a, mais c'est juste que voilà, il y a quelques personnes qui sont venues ici, qui viennent nous écouter, et c'est chouette, mais en fait, j'ai pas encore fait le tour du festival, mais je pense que ce message politique-là de ce qu'est réellement l'écologie, il est très peu présent, quoi. Alors, illustrer avec un exemple, je me dis, c'est tellement bricolé sur les coins de se dire, oh, est-ce que le festival il est écolo, oui, non. Genre, si on était en guerre, qu'il y avait un pays qui nous attaquait, la question ce serait pas à quoi ressemble un festival de musique anti la guerre. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est absurde, quoi. Faut changer tout d'un coup parce qu'il y a un problème énormissime, et puis ça peut pas être juste les loisirs des gens, ils ressembleront à quelque chose d'autre dans 15-20 ans, soit parce que ce sera tout péter la gueule, soit parce qu'on aura un système complètement différent. Donc préfigurer et essayer des trucs, c'est super, mais je sais pas si ça, pour rejoindre Léna, ça va vraiment rien à voir avec le fait que l'écologie ce soit un problème politique où faille tout changer d'un coup, quoi. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'être militant, militante ? Est-ce qu'on a peur parfois de commettre un impair ? Est-ce qu'on a peur du bad buzz ? Moi, je pense pas forcément avoir peur du bad buzz. En effet, j'ai plutôt peur de la répression en réalité, parce que en fait, on est de plus en plus réprimés. Moi, là, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle les Soulèvements de la Terre, où on a décidé de lutter contre l'agro-industrie à la hauteur des enjeux. La France, c'est quand même un pays très agricole, et les terres agricoles disparaissent petit à petit. Enfin, il y a plein d'enjeux sur le monde paysan que je pourrais détailler. Et je sais pas, on est à une dizaine de perquisitions depuis le début du mouvement en 2 ans. J'ai plein d'amis en procès. Et là, c'est que le début. J'ai très peu d'amis qui ont été assignés à résidence ou qui ont été, accusés de terrorisme, d'association de malfaiteurs, mais il y en a quand même eu quelques-uns. Et du coup, je me demande comment ça va évoluer, en fait. Parce que comme on est dans cette critique du système et que les pouvoirs politiques et économiques font tout pour nous faire taire, ça risque de s'aggraver. Gala Cabage, est-ce que la peur de la répression, c'est une des raisons qu'ont évoqué les jeunes que vous avez étudiés dans leur peur peut-être de s'engager ? On n'a pas posé exactement les questions comme ça. Ce qui est sûr, c'est que la définition que donnait Léna, je la trouve assez proche de ce qu'on voit, c'est-à-dire que la violence, quand c'est pas sur du vivant, n'est pas de la violence, et on s'aperçoit qu'au sein des militants, il y a un consensus de plus en plus grand pour aller vers des actions de désobéissance civile. Je pense que la coexistence entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement climat a montré à beaucoup de militants climat ce que c'était qu'un mouvement réprimé, parce qu'il y avait quand même 2 poids 2 mesures. C'était assez impressionnant les traitements différenciés par les forces de l'ordre, et je pense
que ces deux mouvements, pour le dire assez vite, se sont influencés d'une manière très positive, avec une politisation très rapide du mouvement climat, avec notamment l'émergence du slogan « Fin du monde, fin du mois », qui, je pense, s'il n'y avait pas eu en même temps le mouvement des Gilets jaunes, ce serait peut-être pas fait aussi vite et aurait pu être coopté de manière plus simple par une écologie plus libérale, plus consensuelle, plus individualisée. Ce serait possible qu'ils se rejoignent un jour, ces deux mouvements ? On a vu, il y a beaucoup de jonctions. Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'au moment des Gilets jaunes, le gouvernement essaie de les mettre dos à dos avec le mouvement des villes vertueux, écolo, et le mouvement, pour le dire comme ils le disent, des prolos qui veulent continuer à prendre leur voiture. Et en fait, les Gilets jaunes, ils se formulaient pas du tout les choses comme ça. Ils sont pas du tout contre l'écologie. Ils sont contre le fait que ça pèse sur leurs épaules de manière individuelle. Donc, c'est des manières d'appréhender l'écologie qui sont assez similaires. Ah oui, cette opposition, en fait, elle était pensée de manière stratégique par le gouvernement Macron, de vouloir mettre dos à dos les bobos et les prolos. Ces deux mouvements qui arrivaient en même temps, qui sociologiquement correspondaient à, effectivement, deux France très différentes. Et l'idée, c'était de dire, voilà, il y a une opposition entre ces deux France. Mais on s'est aperçu que ces deux mouvements, et j'en suis très contente, ne sont pas tombés dans ce piège. Je crois, en tout cas. Tu parlais tout à l'heure, du coup, j'en profite pour revenir sur... Tu parlais tout à l'heure du phénomène du déni chez les scientifiques ou chez les politiques, etc. Et parfois, je me demande si le vieux monde n'est pas dans la phase du déni, comme on est dans les 5 phases du deuil. La première, c'est le déni de la sidération, mais que, quelque part, ils sont quand même plus engagés qu'on veut le croire dans la route vers l'action. C'est une espèce de... Parfois, une pointe d'optimisme qui me traverse. Est-ce que tu crois qu'on peut l'expliquer comme ça par des phénomènes psychologiques ? Oui, c'est clairement un mécanisme de défense, oui. Enfin... Moi, je leur en veux pas aux gens, en fait. La plupart des gens normaux, c'est des gens bien, mais c'est pas des héros. C'est normal, on est des gens, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, personnellement, j'aimerais que les gens ils aient le droit de vivre dans un monde en étant un peu insouciants et de vaquer à leurs occupations sans penser à la fin du monde. En fait, je leur souhaite à tous ça. Donc ça me choque pas que les gens fassent ça, mais l'idée c'est effectivement d'arriver à détecter les personnes qui sont prêtes à aller au-delà de ce déni. Puis moi j'ai l'impression que c'était intéressant tout à l'heure, tu disais Gala, que c'est des gens souvent qui étaient déjà politisés sur d'autres sujets qui se mettent à agir pour l'écologie. Je me suis souvent demandé qu'est-ce que c'est le point commun de tous les gens que je rencontre qui quittent tout pour désobéir. Et c'est une théorie de sortie de mon cul, donc je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est une vision de nous-mêmes comme acteurs, en fait. Genre, il y a des gens, c'est un peu des PNJ, je sais pas si vous jouez à des jeux de rôle, les personnes non joueurs, donc c'est des programmes, ils font semblant d'être un joueur, mais ils vont jamais changer leur programme. Et beaucoup de gens, j'ai l'impression, sont comme ça. Ils se rendent pas compte qu'en fait, si d'un coup je me lève là et que je fais un esclandre, ben vous allez être tous choqués, et peut-être ça va vous transformer. Les gens, ils se disent juste, ah, on m'a mis dans une chaise, donc je reste dans ma chaise, je suis le script. Donc, ouais, ne suivez pas le script, en fait, vous verrez, il se passe des trucs dingues. Vraiment, c'est hyper facile. Juste du coup, tu parlais aussi du déni des politiciens, non ? Enfin, oui. Parce que ça, pour le coup, j'ai l'impression que ça fait 50 ans qu'il y a des scientifiques, des militants qui vont leur parler, qui leur disent que c'est grave. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Ils savent que c'est grave. Et moi, je pense qu'il y a une volonté de continuer à ravager le vivant. Et sinon... Vraiment, comme tu l'as dit, ça fait 50 ans que dans le monde entier, il n'y a aucun pays qui a une politique écologiste à la hauteur. Et même pire, ils ont des politiques qui continuent d'aggraver la situation. Donc c'est vrai que dernièrement, il y a eu une tribune dans un média avec des personnalités qui disaient il faut un enseignement pour les politiciens pour qu'ils comprennent vraiment à quel point c'est grave et qu'il faut agir maintenant. Juste ça, il faut vraiment arrêter, je pense. Comment sortir du mythe, alors, du coup, pour tout à chacun, de se dire que œuvrer pour la planète, c'est par des petits gestes. C'est quoi ? C'est l'engagement collectif. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je pense que la manière de repolitiser les choses, c'est de remettre au centre la question de qui décide et la question de qu'est-ce qu'on désigne. Pendant longtemps, les marches, tu l'as dit, elles n'avaient pas d'objet. On désignait qui, on s'opposait à qui. Donc souvent, par réflexe, on s'oppose aux décideurs. Mais en fait, le mouvement, quand il a compris qu'il fallait s'opposer à un système productif, qui tient ce système productif, qui le met en place, qui le défend. Les poches de résistance à l'écologie, elles ont des bases matérielles. C'est que les gens qui s'opposent à l'écologie, ils sont peut-être dans le déni psychologiquement, mais ils ont aussi des choses à défendre. Et ces choses à défendre, c'est des positions matérielles, des positions sociales assez précises. Donc je pense que
se réfléchir à qui est la personne à qui on s'adresse, qui est la personne qu'on tient comme responsable, c'est une manière déjà de les industriels, les politiques, les États. Exactement. Léna Lazare t'a dit dans une interview, il faut contraindre l'État, pas le convaincre. C'est ce que tu disais, ils sont déjà au courant en fait. Oui, c'est ça, je pense que ça résume bien ce que je viens de dire. Et c'est vraiment dommage qu'on ait perdu aussi toute l'histoire des mouvements sociaux. Enfin là, j'ai l'impression qu'il y a eu les marches pour le climat, on s'est dit, waouh, d'un seul coup, les gens se réveillent pour l'écologie. En fait, depuis les années 70, il y a des mouvements vraiment ambitieux de gens qui se battent pour le vivant. Dans les années 90, il y avait un mouvement mondial qui s'appelait le Front de Libération de la Terre, qui commettait des actions de sabotage. Donc il n'y a eu aucun être vivant, alors qu'il y a eu, je sais plus de 1000 actions donc, de sabotage, de destruction d'infrastructures liées au ravage du vivant. Donc voilà, il s'est passé plein de choses et il faut qu'on intensifie la lutte et c'est le seul moyen de rester sur une planète viable. Tu veux que j'ajoute un truc? Non, tu dis s'adresser aux industriels, aux politiques, aux décideurs. Ouais, à fond, à 100%, bien sûr. C'est vraiment une question de rapport de pouvoir. Puis ça c'est un truc que je reproche à ma communauté scientifique. Enfin, que je leur reproche gentiment, mais que voilà, c'est ça le problème. C'est qu'ils ont vraiment ce mythe de c'est l'information qui fait que les gens ils agissent. Et puis, enfin, Gala, tu dois voir aussi de quoi je parle. Mais donc, si le public était mieux informé, ou si les politiciens étaient mieux informés, on va faire encore un rapport qui va dire encore vraiment que c'est vraiment encore la merde. Et déjà, ça se dilue parce qu'à force, on n'a pas besoin tous les 3 ans d'avoir un rapport du GIEC qui annonce que oui, en fait, ils avaient raison. C'est même, ça décrédibilise presque. Et qu'il faut effectivement s'attaquer aux relations de pouvoir, il faut les identifier, il faut les nommer et il faut foutre la merde en fonction aussi. Eh ben écoutez, merci beaucoup à vous 3 pour vos réponses passionnantes. On se quitte pas tout de suite parce que on va prendre les questions ou les interventions, parce que vous n'êtes pas obligé de poser des questions, vous pouvez aussi juste dire ce que vous avez à dire, de nos amis de la salle. Il y a un micro qui est là. Oui, moi c'est juste pour vous parler, pour avoir votre avis sur l'image des marques qui se donnent un peu bon esprit et qui jouent un peu sur la mode de l'écologie et qui au final peuvent aggraver les choses. Et du coup, c'est aussi l'aspect économique dans tout ça qui joue et je trouve ça hyper dommage. C'est comme le fait que le tote bag, c'est souvent passé pour quelque chose de bien, entre guillemets, ça remplace les sacs plastiques et au final, pour rentabiliser, il faudrait garder son tote bag 7 ans et en avoir qu'un. Du coup, c'est plein d'idées qu'on se fait à cause des marques et tout ça. Oui, clairement, c'est le capitalisme vert. Enfin, comme on est de plus en plus conscient des enjeux, il faut bien que les entreprises se donnent une bonne image. Et c'est intéressant, j'ai un livre là dans mon sac, je pourrais peut-être vous le montrer, qui vient de sortir aux éditions Seuil Anthropocène, qui s'appelle Greenwashing, qui a été pensé par des chercheurs justement pour la génération climat et nous faire comprendre tous les mécanismes qu'il y a et un peu l'historique. Il est vraiment intéressant. Et en effet, c'est soit intégrer nos critiques et donner l'impression qu'ils font quelque chose, soit critiquer les écolos en disant que c'est des Khmer verts, etc. Il y a ces 2 stratégies en même temps qui sont opérées par les mêmes personnes, quoi. C'était juste pour proposer une petite piste concrète, parce que justement on parlait du fait que les enjeux climatiques ça paraissait loin, qu'on savait pas comment agir. Et moi ces derniers temps j'ai beaucoup aidé les collectifs en lutte localement. Il y a une carte qui a été créée par Reporter qui montre qu'il y a 500 infrastructures polluantes et injustes en France, avec des collectifs qui se mobilisent contre ces infrastructures. Et j'ai l'impression que c'est des... Enfin, peut-être que vous ferez une étude sociologique là-dessus un jour, mais d'ailleurs un collègue à vous, Kevin Vacher, l'a fait, mais en fait c'est les personnes qui se mobilisent contre ces projets, c'est des profils sociologiques beaucoup plus variés que dans le mouvement climat, parce que forcément quand on voit que les terres à côté de chez nous, ou typiquement les jardins ouvriers d'Aubervilliers qui vont sans doute ne pas être détruits par un solarium, a priori on a gagné. Quand on voit des espaces qu'on aime près de chez nous être détruits, en fait on a tendance à plus se mobiliser. Et du coup, je vous encourage, si vous n'avez pas forcément envie d'aller chez Youth for Climate ou chez Extinction Rebellion ou chez Alternatiba, aussi à checker cette carte et à voir les trucs désastreux qu'il y a près de chez vous. En plus, souvent, on gagne. Enfin, là, on a gagné plus d'une 50aine de luttes locales ces 2 dernières années. Donc, c'est chouette. Et ça permet, en plus, de créer des dynamiques de démocratie locale et de se réapproprier le pouvoir à un échelon où on a plus de prise, quoi. Bonjour, déjà un grand merci pour cet échange passionnant. Et je voulais revenir sur une notion que vous aviez abordée, Léna Lazare. Il me semble que c'était de
le terrorisme écologique ou climatique. Moi, je me demande, au vu de l'urgence climatique et des actions, et des changements qui ne sont pas faits, notamment quand on voit les membres du gouvernement qu'on va avoir encore une fois et le déni climatique qui continue, moi, je me demande si, en fait, le terrorisme écologique, ça ne va pas devenir quelque chose d'inévitable, voire de nécessaire, pour qu'il y ait vraiment un changement radical, écologiquement parlant. Malheureusement, la notion de terrorisme écologique, du coup, elle est apparue au début des années 2000, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, lors du procès donc, de membres du Front de Libération de la Terre, qui avaient donc, je sais plus, incendié, je crois, un entrepôt d'une marque de SUV, alors que, je le répète, le mouvement écolo, en fait, ne veut pas être terroriste, ne veut pas porter atteinte à des êtres vivants. Et je pense qu'avec le sabotage, on peut déjà aller très loin. Et là, ceux qui essayent de dire que justement on va se radicaliser vers le terrorisme, c'est des gens qui bossent pour la police, les services secrets. Enfin, il y a eu un podcast de France Culture là il y a 2 mois qui justement disait que la trajectoire des jeunes pour le climat, ça ressemblait à celle des jeunes qui partaient se battre pour Daesh, mais en fait, il n'y a aucune source universitaire derrière ça. Le but, c'est vraiment de dénigrer ce qu'on fait. Mais en tout cas, c'est sûr, je pense que les infrastructures qui sont en train de détruire le vivant, dans un souci d'autodéfense, il va falloir aller les détruire, mais c'est pas du terrorisme. Nous, on parle de désarmement au soulèvement de la Terre. C'est même mieux que sabotage, parce qu'on considère que c'est des armes contre le vivant et que nous, on fait seulement que les désarmer. Bonjour. Alors moi j'ai une question sur le fait qu'en fait il y a beaucoup de gens dans la population qui se verraient pas encore par exemple se passer de voiture individuelle ou manger ou ne plus manger ou manger moins de viande et du coup la question c'est nous en tant que consommateurs, à votre avis quels sont les changements d'usage les plus importants qu'on a à faire pour la planète quoi? Moi je voudrais bien ne pas répondre à cette question parce qu'en fait t'es vachement plus qu'un consommateur, vraiment. T'es un citoyen avec tout ce que ça implique de vote et trucs traditionnels, etc. Mais t'es un habitant de cette terre, donc tu peux rentrer dans d'autres types de luttes politiques, de sabotage, je sais pas, tout ce que tu veux. Après, bien sûr, si t'as le choix, t'as un impact en tant que consommateur minimal, mais c'est pas complètement sans impact. Mais disons que je propose de ne pas répondre à cette question, je vais te dire pourquoi. Je donne des conférences partout en Suisse en ce moment, où je milite, et c'est une conférence, c'est vraiment une claque dans ta gueule. On regarde la montagne de merde qui nous arrive dessus, c'est terrifiant. Ensuite, on regarde des mouvements de résistance civile avant qu'on gagnait, les sacrifices qu'ils ont dû faire, c'est aussi extrêmement émotionnel, et puis c'est galvanisant, etc. Et à la fin, on a des petits cercles de parole pour que les gens ils puissent discuter un peu entre eux. Et c'est systématique qu'il y a au moins une personne qui va amener ces gestes du quotidien. Et souvent, c'est vraiment... soit ils sont amers parce que les gens autour d'eux font pas assez, soit ils sont coupables parce qu'ils ont l'impression de pas faire assez. Et vraiment, c'est une névrose, en fait, je crois. Et je dis ça avec bienveillance. J'ai l'impression qu'on nous a tellement bourré le mou. Et comme m'expliquait très bien Léna, c'était complètement délibéré de la part de l'industrie, ces histoires d'empreinte carbone. Ça vient de je sais plus qui, Exxon, je crois. Donc, vraiment... ouais, c'est un peu une névrose. Je pense, réfléchis à... quel système t'aurais besoin pour ne même pas avoir le mauvais choix en fait. Et puis ton but ça devrait être que le système soit redesigné comme ça, qu'il y ait vachement moins de viande partout, donc t'auras moins envie d'en acheter déjà. On peut plus rien dire. C'est déjà la fin mes chers amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci beaucoup à nos invités et merci au festival de We Love Green pour son invitation. Merci à nos chargés de production Charlotte Bex, merci à Thomas Chalvidal pour la prise de son et à Quentin Bresson pour la réalisation. On peut plus rien dire, c'est le podcast de Déva de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ah bon ?